Le Togo est en proie à d'importantes manifestations pour protester contre le pouvoir en place de Faure Gnassingbé. Celui-ci les réprime très durement, très violemment. Il y a les emprisonnements arbitraires, il y a eu même des morts, il y a des cas de torture. La vidéo explore la situation politique au Togo, soulignant les manifestations actuelles contre le régime de Faure Gnassingbé et la répression violente qui s'ensuit, incluant des arrestations arbitraires, des tortures et des décès. Il explique que Gnassingbé a modifié la constitution pour consolider son pouvoir, une stratégie rappelant la prise de pouvoir de son père, le général Eyadema, par un coup d'État en 1967. Le texte déplore également la mauvaise gestion économique du pays, classé parmi les moins avancés malgré son potentiel, en raison d'une concentration des richesses et d'une répression de toute contestation, une situation souvent ignorée par la communauté internationale. Regarde bien jusqu'à la fin, tu vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné là, c'est le moment. Bonjour, aujourd'hui on va explorer un peu la situation, disons complexe, étendue au Togo. On part d'un extrait vidéo qui nous a été partagé. L'idée c'est de saisir un peu les enjeux actuels, les manifestations, la réponse du pouvoir, et puis de remettre tout ça dans un contexte plus large. Oui. Surtout que ces événements, qui semblent assez graves, ils font pas vraiment la une des médias internationaux. C'est vrai. Alors, entrons un peu dans le vif du sujet. La vidéo qu'on a vue, elle dépeint un climat de contestation populaire assez fort contre le régime de Faure Gnassingbé. Oui. Et face à ça, la réponse qui est décrite, elle est extrêmement sévère. On nous parle d'une répression brutale. C'est ça. D'arrestations qualifiées d'arbitraires, d'allégations de torture, et même de personnes qui auraient perdu la vie. Ça donne une image assez sombre. Oui, et ce qui ressort, au-delà de la description des faits, c'est l'aspect presque méthodique en fait de cette répression. Ce n'est pas juste une réaction, disons, désordonnée, ça ressemble plutôt à une stratégie délibérée pour étouffer la contestation. D'accord. La violence d'État devient vraiment un outil de gouvernance, pour assurer la survie du régime. C'est un schéma qu'on connaît, malheureusement. Mais les détails concrets, là, ils sont quand même préoccupants. Effectivement. Et cette volonté de contrôle, elle se voit aussi sur le plan institutionnel, c'est ça ? Tout à fait. La source, elle met en lumière une manœuvre politique assez majeure, intervenue l'an dernier. C'est une révision de la Constitution. Exactement. L'essentiel des pouvoirs qui appartenaient au président, ils ont été transférés vers le Premier ministre. Et ce poste de Premier ministre, c'est Faure Gnassingbé lui-même qui l'occupe désormais. Alors difficile de ne pas y voir une stratégie pour se maintenir aux commandes, j'imagine. C'est une reconfiguration assez intéressante, oui, du pouvoir exécutif. Plutôt que de toucher aux règles de la présidence elle-même, on déplace le centre de gravité du pouvoir vers une autre fonction, une fonction qu'on occupe. C'est habile sur le plan juridique, on peut dire. Ça permet de contourner d'éventuelles limitations, comme le nombre de mandats par exemple, et puis d'assurer une continuité du contrôle sur l'appareil d'État. D'accord. Forcément, ça pose question sur la substance démocratique derrière cette façade institutionnelle. Oui, bien sûr, et pour comprendre comment on en est arrivé là, la source nous invite à regarder un peu en arrière, n'est-ce pas ? C'est ça, le contexte historique est clé. Tout commence vraiment avec le père, le général Eyadema, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1967. Il y a eu, c'est vrai, un bref espoir de changement à sa mort en 2005, mais son fils, Faure Gnassingbé, a très vite repris les rênes. En écartant l'opposition, en consolidant son autorité, souvent par la force, d'après ce qu'on comprend. Et ce passage de pouvoir de père en fils, ça instaure de fait une dynamique dynastique. Ce qui reste quand même assez particulier pour les républiques en Afrique postcoloniale. Ah oui. Oui, cette continuité familiale au sommet de l'État, ça a forcément des conséquences profondes. Ça façonne la culture politique, ça influence le fonctionnement des institutions. Je vois. Et il faut bien le dire, ça complique sérieusement les perspectives d'une alternance démocratique apaisée. Le poids de cet héritage, il semble encore très très présent aujourd'hui. Un autre aspect frappant que la source soulève, c'est ce paradoxe économique. Ah oui. Le Togo est décrit comme ayant un potentiel économique non négligeable, notamment grâce à son port, je crois. Tout à fait, le port de Lomé est stratégique. Et pourtant, le pays reste classé parmi les PMA, les pays moins avancés. C'est
une catégorie de l'ONU pour les pays les plus pauvres, structurellement vulnérables. Exactement. Et la cause qui est évoquée dans la vidéo, c'est une gestion qualifiée de désastreuse et une très forte concentration des richesses. Oui, et ce lien entre la nature du régime politique et la performance économique, il est crucial ici. Un pouvoir qui est très concentré, qui utilise la répression pour se maintenir et qui apparemment favorise une élite assez restreinte, il a peu de chances de créer les conditions d'un développement qui soit large, inclusif. Logique. Le potentiel économique, il est peut-être là, oui, mais il est comme étouffé par une structure politique qui semble privilégier la captation des rentes, le contrôle social, plutôt que l'investissement productif et la redistribution. Et malgré tout ça, la répression, les manœuvres politiques, ce potentiel économique freiné, la situation au Togo, comme le dit notre source, reste largement méconnue. Elle passe un peu sous les écrans radars de l'actualité internationale. Oui, c'est vrai. C'est quand même interpellant vu la gravité des faits qui sont rapportés. Tout à fait. Et ça pose la question de la hiérarchie de l'information mondiale, finalement. Pourquoi est-ce que certaines crises humaines, politiques, reçoivent si peu d'attention ? Est-ce que c'est une question d'intérêt géostratégique qu'on juge mineur ? Est-ce que c'est des priorités médiatiques qui sont dictées par d'autres événements ? Ou peut-être un désintérêt plus général ? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, ce manque de projecteurs, ça rend l'information sur ces contextes qu'on appelle oubliés d'autant plus nécessaire justement pour comprendre les dynamiques globales. Donc si on essaye de synthétiser un peu ce que cette source nous apprend, on a un pouvoir qui a un caractère dynastique, qui semble se maintenir par des méthodes assez autoritaires. C'est ça. Une réorganisation institutionnelle récente qui verrouille, on dirait, encore davantage ce pouvoir. Une économie qui peine à décoller malgré des atouts. Et puis une couverture médiatique internationale très très faible. Exactement. Et ça nous laisse, peut-être, pour finir, avec une interrogation pour aller plus loin. Oui. Est-ce que cette situation au Togo, elle est révélatrice d'une tendance plus générale sur le continent africain, avec des défis persistants à la consolidation démocratique ? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un cas spécifique, façonné par une histoire, des dynamiques politiques propres au Togo, dont la persistance est peut-être aussi justement facilitée par ce relatif silence international ? C'est une piste de réflexion, je crois, sur les enjeux de la gouvernance aujourd'hui.